Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que fonctionne l'Arcom aujourd'hui, mais moi, ce qui m'a frappé quand même beaucoup, c'est que je trouve que de plus en plus siègent dans ces instances des hommes et des femmes très compétents et talentueux sans aucun doute, mais qui ne connaissent strictement rien, ni à la radio, ni à la télévision, ni au journalisme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Expression Libre pour parler aujourd'hui de l'état de l'audiovisuel français. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que l'intégralité de ce podcast est disponible depuis notre application. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Laborde. Bonjour Françoise Laborde. Bonjour. Tout d'abord, pour nos abonnés qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bien sûr, évidemment. Alors, voyons voir. Je suis une vieille journaliste, puisque je suis journaliste depuis 1982, non 81. Non, 80. Décidément, j'essaie toujours de me rajeunir. J'ai commencé en presse écrite, j'ai commencé à Bruxelles, où je m'occupais des affaires européennes. Après, j'ai travaillé à la radio. Je suis rentrée à Paris, je travaillais à RMC. Après, je suis rentrée à TF1. Je me suis occupée du service économique et social. Après, je suis rentrée à France 2, où j'ai continué à m'occuper du service économique et social, puis du service politique, plus de l'ensemble du service. Et puis après, j'ai fait les interviews politiques le matin dans Télématin. Et puis après, j'ai fait des remplacements de journaux pour le 13h et le 20h. Après quoi, j'ai été aussi sur France 5. J'avais une émission consacrée aux enfants. Et puis après, j'ai été nommée au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, où j'ai siégé pendant 6 ans. Et voilà. Et puis après, ça s'est arrêté et j'ai pris ma retraite. Enfin, une retraite plus ou moins active. Vous l'avez dit, vous avez été membre du CSA de 2009 à 2015, qui est aujourd'hui l'Arcom. Qu'avez-vous pensé de ce changement de main en 2022 ? Alors, d'abord, l'expérience du CSA pour moi, ça a été extrêmement intéressant parce que quand on travaille à la télévision ou avant même à la radio, on mesure pas la puissance que représente l'audiovisuel en général. Il y a autant de valeur ajoutée dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, il y en a plus même dans l'audiovisuel que dans l'industrie automobile française. Il y a un nombre de salariés dans l'audiovisuel qui est supérieur à celui de l'industrie automobile. Donc c'est vraiment un secteur industriel à part entière. On a l'impression que c'est, vu de l'extérieur, juste du divertissement, de la détente et un peu d'information. Non, c'est un vrai gros secteur économique. Donc moi, j'ai appris tout ça au CSA et j'ai eu aussi l'occasion d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Je suis allée à Hollywood, je suis allée à New York, je suis allée aux États-Unis. Je vu comment travaillaient les Américains par rapport à nous, comment ils fabriquent des fictions par rapport à nous. C'est très très intéressant. On ferait bien de s'en inspirer beaucoup plus. Si vous voulez, je pourrais développer plus tard. Voilà. Ce qui était intéressant à mon époque, si je puis dire, c'est que chacun avait un secteur d'activité. Donc moi, je m'occupais de tout ça et puis aussi de la protection des mineurs. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions de violence à la télévision, de programmes interdits aux moins de 12 ans, aux moins de 18 ans, etc. etc. Mais on assistait aussi à l'arrivée, j'allais dire, de ce qui dépasse la télévision linéaire, c'est-à-dire tout ce qui relève d'Internet, etc. Et c'est là, en effet, où il y avait sans doute nécessité d'élargir. Est-ce qu'il fallait changer le nom du CSA en Arcom ? Ça, je ne me prononcerai pas. Je sais qu'on a un peu changé le mode opératoire du CSA. Je suis pas sûr que ça soit allé dans le sens de l'allègement. Et l'autre question qui, moi, m'interpelle toujours un peu, c'est à la différence, par exemple, de l'Ofcom britannique, qui a des compétences à la fois en matière de contenu, mais aussi en matière de financement. Je pense qu'en France, on a toujours gardé cette différence entre le CSA Arcom, qui s'occupe du contenu, et l'autorité de la concurrence, qui s'occupe plutôt des questions financières. Et je pense que la démarche britannique, de ce point de vue, est intéressante, parce que je pense que les deux sont liés, oui. Et comment vous expliquez aujourd'hui la ligne de l'Arcom ?
Comment j'explique la ligne de l'Arcom? Ma foi, je sais pas, je siège plus à l'Arcom, donc je l'explique pas. Non, le seul truc qui est compliqué, de mon expérience, je sais pas si c'est exactement comme ça que fonctionne l'Arcom aujourd'hui, mais moi, ce qui m'a frappé quand même beaucoup, c'est que je trouve que de plus en plus siègent dans ces instances des hommes et des femmes très compétents et talentueux sans aucun doute, mais qui ne connaissent strictement rien, ni à la radio, ni à la télévision, ni au journalisme. Et je trouve que c'est quand même un handicap. Parce que sans doute, c'est très bien que réguler, on n'a pas forcément besoin d'avoir été journaliste pour réguler l'information, mais ça aide quand même pour comprendre dans quelles conditions on travaille, qu'est-ce que c'est que faire du direct, qu'est-ce que c'est que faire un montage, qu'est-ce que c'est que se retrouver à faire un sujet sous les bombes. C'est quand même très important. Et moi, je regrette beaucoup qu'il y ait pas davantage de professionnels dans ce secteur. Et pourquoi il n'y a pas davantage de professionnels? Parce que les règles sont faites de telle façon que quand on travaille à l'Arcom ou au CSA, on ne peut plus jamais retourner de l'autre côté de la barrière, on ne peut plus revenir dans son métier de base, on ne peut plus redevenir journaliste, on ne peut plus retourner à la radio, on ne peut plus retourner à la télévision, parce que, soi-disant, on pourrait être en conflit d'intérêts, ce qui resterait à démontrer. Donc je pense que c'est ça qui est le plus dommage, parce qu'il y a souvent des décisions qui sont absolument incompréhensibles. Alors, je ne dis pas que les conseillers d'État sont incompétents pour juger des affaires de l'audiovisuel, mais je pense qu'on ferait moitié-moitié, ce serait pas mal. Donc vous venez de le dire, il y a des conseillers d'État au sein de l'Arcom. Est-ce que l'on peut donc évoquer une influence politique à l'intérieur ? De toute façon, c'est très compliqué parce que toutes les instances de régulation de l'audiovisuel ont toujours tenu compte des consignes du pouvoir. Après, on peut me raconter ce qu'on veut, mais enfin bon, j'allais dire, voilà, moi j'ai vu tous les patrons, alors je sais pas si c'est le cas de l'Arcom aujourd'hui, mais enfin du CSA, aller régulièrement rue de Valois au ministère de la Culture et de l'Audiovisuel, ou appeler les conseillers de l'Élysée, voilà. Donc il y a forcément... j'allais dire, au moins l'idée qu'on ne va pas fâcher le pouvoir quand on prend des décisions. On ne dit pas que toutes les décisions sont téléguidées forcément, mais des décisions lourdes, à mon sens, ne sont jamais prises sans avoir eu au moins un début de feu vert du pouvoir. Et l'autre chose que je voudrais souligner, ce qui est quand même tout le paradoxe, c'est que par exemple, quand on est journaliste, qu'on va au CSA, on n'a pas le droit de retourner... qui dans son journal, ou qui dans sa radio, ou qui dans sa télévision, parce qu'on pourrait être en conflit d'intérêts. Mais si on est conseiller d'État et qu'on siège au CSA, eh ben on peut retourner au Conseil d'État overnight, comme disent nos amis américains, c'est-à-dire d'une heure à l'autre. Donc là, il y a quand même une question, parce que le Conseil d'État, théoriquement, c'est justement l'autorité de recours contre les décisions d'Arcom et du CSA. Donc il devrait aussi y avoir une sorte d'année comme ça, de vacuité, où en effet on ne peut pas se prononcer sur les affaires du CSA quand on a travaillé au CSA. Oui, bien sûr. Et donc, pensez-vous qu'il y a une porosité entre des responsables politiques et des journalistes du service public, comme l'a illustré la diffusion bien connue de la conversation entre Thomas Legrand, Patrick Cohen et des responsables socialistes en septembre dernier ? Alors, si vous voulez, on peut présenter l'affaire de 1000 façons. Qu'il y ait des rencontres entre les journalistes et les hommes politiques, ou les femmes politiques, ou les responsables politiques, c'est le b.a.-ba du métier. Oui. Alors franchement, au contraire, c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, si on est journaliste et qu'on rencontre jamais... Si moi, demain, on me dit tu vas suivre le PS, bien évidemment que je dois rencontrer tous les responsables du PS, de Paris, de province, et de toutes les régions ultra-périphériques de la France. Donc c'est le job, ça fait partie du job d'avoir des rencontres régulières avec les responsables politiques. Mais c'est pas parce qu'on rencontre un responsable politique qu'on doit épouser son point de vue, ses idées, ou dire comptez sur nous, on s'en occupe. C'est là où l'interrogation se pose.
C'est-à-dire que, voilà, on peut pas aller rencontrer quelqu'un en disant ah bah oui vous avez raison, machine, on va s'en charger, et puis après dire non on n'est pas complètement on est complètement indépendant de ça. Alors soit c'est une tactique, si je puis dire, pour faire parler son interlocuteur, ce qu'on peut comprendre. Vous allez voir un responsable du PS, vous lui dites vous avez tellement raison, vous êtes formidable, vous êtes merveilleux, et d'ailleurs tous vos ennemis sont des abrutis complets, vous inquiétez pas, on est d'accord avec vous. Évidemment que les journalistes peuvent mentir et dissimuler leurs convictions profondes parce qu'ils veulent obtenir des infos, et que pour obtenir des infos, il faut évidemment dire à son interlocuteur qu'on va dans son sens. Après, le problème, c'est que il faut que ça soit une stratégie, une tactique. Il faut pas que ça soit, pour obtenir des infos, il faut pas que ça soit une stratégie, une tactique pour soutenir une cause politique plutôt qu'une autre. Voilà. Mais c'est vrai que quand on interroge quelqu'un, quand on interroge un politique, quel qu'il soit, moi je me rappelle qu'à l'époque où Jean-Marie Le Pen était encore, j'allais dire, d'activité, quand vous recevez Jean-Marie Le Pen, vous commencez, vous n'allez pas commencer dès le maquillage de lui dire vous êtes un personnage horrible et je vous déteste, parce que sinon c'est pas la peine de l'inviter. Hein, voilà. Oui, donc tout ça est affaire, j'allais dire, de déontologie personnelle. Et je pense que c'est très compliqué de porter un jugement. C'est vrai que là, bon, ce qu'on en a vu, en tout cas, bon, peut susciter questionnement, disons les choses sur cette rencontre dont on a beaucoup parlé. Mais j'allais dire, de toute façon, quand on est journaliste, la pire des censures, c'est l'autocensure. Voilà. La pire des censures, c'est avoir peur de faire de la peine au pouvoir, à son interlocuteur, à qui. La force du journaliste, c'est d'être capable de résister et de ne pas avoir peur. Voilà, c'est ça la base du journalisme. Et d'aller contre parfois ses convictions, ses sentiments profonds, et d'accepter d'être contredit, et d'accepter de remettre en cause ses certitudes. Et vous, en tant que journaliste, justement au vu de cette affaire, comment est-ce que l'on pourrait renforcer la neutralité politique au sein de cette instance? Ok, au sein de quelle instance? Au sein de France Télévisions, pardon. Ah, au sein de France Télévisions. Mais je pense que comment dire, la difficulté, c'est que tous les milieux culturels ou intellectuels ont été laissés à la gauche, pour des bonnes et des mauvaises raisons d'ailleurs, parce que, j'allais dire, dans les familles de droite, les parents préféraient que les enfants fassent médecine, droit, deviennent avocats ou magistrats, plutôt que journaliste, qui est quand même un métier où on est moins assuré de gagner bien sa vie, enfin jusqu'à présent. Donc, quand on veut être acteur, on a plutôt tendance à aimer, j'allais dire, tout ce qui relève de la remise en cause des états de fait. Et c'est vrai que le journalisme, par sa démarche même, et la remise en question de l'ordre établi. Je veux dire, si on est un béni oui, on n'est pas journaliste. Si on est journaliste, c'est qu'on est curieux, qu'on a l'esprit critique, etc., etc. Donc, de fait, pendant très longtemps, c'était un peu l'apanage de la gauche, d'avoir l'esprit critique, de remettre en question, de s'interroger, et c'est vrai que ça a essaimé. Moi, ce qui a beaucoup changé quand même par rapport à mon époque, c'est que moi, quand j'étais à la télévision, et que ce soit à TF1, à France 2, à France 3 ou à France 5, il y avait quand même dans les rédactions un pluralisme des journalistes. Il y avait des journalistes qui étaient plutôt conservateurs, d'autres plus libéraux, d'autres carrément à gauche. Il y avait un partage comme ça des rôles, et on savait un peu les opinions des uns et des autres. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que, et les échos que j'en ai de mes anciens camarades qui parfois m'appellent en catimini pour me raconter les derniers potins de leur rédaction, c'est que c'est devenu très conforme à la pensée dominante, et que c'est, j'allais dire, plutôt en effet gauche. Et que les gens qui se sentent pas de gauche font plutôt profil bas dans la rédaction du service public aujourd'hui. Et voilà, mais c'est parfaitement
parfaitement, j'allais dire, injuste et ridicule, parce que c'est formidable que dans un pays, il y ait des divergences d'opinion, c'est formidable qu'on ait des points de vue divergents, et qu'il faut bien que la droite existe à côté de la gauche, sinon ça va pas bien. Et si le pays va pas bien aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu à cause de ça, hein. Et justement, la forte présence de chaînes comme CNews, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne symboliserait pas un nouveau revirement au sein de ce métier ? Alors, moi, je pense que le succès de CNews s'explique parce que, d'abord, oui, vous avez raison, la France, elle est plus à droite qu'il y a quelques années, parce que je pense que l'opinion publique, le peuple de France a été très déçu par les politiques dites de gauche, où on leur a promis que ça allait s'arranger, que demain ce serait mieux qu'hier, que leurs enfants pourraient progresser, que le pouvoir d'achat pourrait progresser. Or, ils se rendent bien compte que, quelles que soient leurs opinions politiques, que l'éducation nationale, c'est pas terrible, que dans les hôpitaux, ça va de mal en pis, que les agriculteurs, ils tirent la langue parce qu'ils n'arrivent plus à vivre du produit de leur ferme, que l'éducation nationale va mal. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, il y a un moment d'exaspération qui fait que l'opinion publique a tendance à rebasculer vers la droite, alors qu'elle avait basculé vers la gauche dans les années 80. Donc les gens regardent CNews parce qu'ils trouvent sur CNews ce qui n'existe plus ailleurs. C'est-à-dire où on leur parle du pays réel, où on leur parle de ce que les autres considèrent comme des petits faits divers sans importance qui ne méritent pas qu'on s'y arrête, et qui à CNews, et qui à CNews sont traités comme des faits de société, c'est-à-dire l'ensauvagement de la France, c'est-à-dire les attaques répétées, c'est-à-dire les OQTF qui ne sont pas raccompagnés à la frontière, etc., etc. Donc je pense qu'il y a ça qui a intéressé les gens et qui leur a fait dire, ah bah tiens, voilà une chaîne d'infos qui a un ton différent des autres. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point que je trouve assez intéressant sur CNews aussi, c'est que CNews a inventé un genre qui n'existait pas ailleurs et qui fait que la plupart des présentateurs de CNews aujourd'hui donnent leur opinion. Quand vous regardez les autres chaînes, tous les présentateurs, officiellement, n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas d'avis. Et ils sont ni de droite ni de gauche, ils donnent pas leur point de vue, ils donnent pas leur avis. Voilà. Et CNews a été la première à avoir des présentateurs, alors je pense à Laurence Ferrari, Pascal Praud ou d'autres, qui en effet annoncent la couleur, si je puis dire, et disent, moi je suis extrêmement choquée par ce que je vois. Et ça, les gens ont été sensibles à ça parce qu'ils se sont dit, bah voilà, pour une fois, on a un journaliste qui nous prend pas pour des imbéciles, qui dit vraiment ce qu'il pense et qui est sincère avec nous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est aussi intéressant, c'est que la personnalité la plus forte, ou la plus connue peut-être, je sais pas comment il faut dire, de CNews, c'est sans doute Pascal Praud. Et Pascal Praud, que moi je connais depuis très longtemps, puisque j'ai travaillé avec lui quand il était à TF1, enfin on était dans la même rédaction. Pascal Praud, d'abord qui est un garçon extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, contrairement à ce que ses détracteurs peuvent penser, il a longtemps été aussi journaliste sportif. Et nous, quand je dis nous les autres journalistes économiques et politiques, quand on discutait avec nos camarades journalistes sportifs, on disait, mais vous c'est incroyable, vous passez votre temps à critiquer l'entraîneur, la sélection, les joueurs, vous refaites le match en permanence. Et d'ailleurs, il y avait une émission avec Eugène Sacomano et Pascal Praud qui s'appelait On refait le match, et où en effet tout le monde s'empoigne en disant mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire avec ça. Et moi, ce que je retrouve dans ce que fait Pascal Praud aujourd'hui dans CNews, c'est on refait l'actu, on refait le match. Et c'est la même démarche que, en effet, cette façon de regarder l'actualité, de la mettre à plat et de la critiquer ou de s'en choquer ou d'appuyer là où ça fait mal, de critiquer la classe politique comme on critique les entraîneurs de foot quand ils font pas bien leur boulot, etc., etc. Et ça, je pense que c'est très nouveau et ça, c'est le talent de Pascal. J'ajoute aussi qu'il y a en France, et depuis très longtemps,
une tradition d'avoir des journalistes sportifs qui sont des gens extrêmement cultivés. Tous les journalistes qui travaillaient à l'équipe, j'allais dire, de Jean Lacouture à Kléber Hedins, toute cette génération de brillants journalistes de presse écrite avaient des plumes magnifique. Alors moi, je suis pas du tout sportive, je m'intéresse assez peu, enfin sauf au rugby parce que je suis du Sud-Ouest, mais lire des beaux papiers bien écrits sur le Tour de France, par exemple, il y a une tradition en France qui est absolument exceptionnelle de talent des journalistes sportifs. Et je pense que c'est ça aussi que Pascal Praud a apporté à CNews, et c'est cette nouveauté qui a séduit le public et qui continue à séduire le public. Alors pour revenir à France Télévisions, nous allons parler d'une personnalité clé, Delphine Ernotte, donc la présidente de France Télévisions, qui nous parle justement d'un modèle éditorial bien précis. De quoi parle-t-elle ? Le problème de Delphine Ernotte, c'est que quand elle est arrivée à la télévision, elle avait l'air, en tout cas, de se fixer pour mission de changer le monde, un peu. Donc, il y a eu la phrase malheureuse sur les hommes blancs de plus de 50 ans. Après, il y a eu la France telle qu'on voudrait qu'elle soit et non pas telle qu'elle est. Mais je suis pas sûre que le public, il ait envie de ça, quoi. Moi, j'adore la télévision et je trouve que la télévision, c'est le premier outil de culture populaire. Il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, quand on n'a pas d'argent, quand on ne va pas au cinéma, quand on vit à la campagne, quand on n'a pas de voiture pour sortir, quand on n'a pas de cinéma en bas de chez soi, on a la télévision. Et je trouve que l'obligation de service public, ça devrait être, avant toute chose et avant toute polémique, la fiction. Parce que c'est avec la fiction qu'on nourrit les esprits. Moi, je me suis beaucoup intéressée, quand j'étais au CSA, à la façon dont les Américains utilisent la fiction pour parler à l'imaginaire américain. Et pour parler justement à cette espèce d'esprit patriote américain. Ça n'arrive pas par hasard, Ça vient pas par hasard, le côté des Américains tellement fiers d'être patriotes et tellement fiers de leur drapeau et qui ont l'impression, en effet, alors à tort ou à raison, mais peu importe, qu'ils sont les défenseurs du monde libre. Ça ne vient pas par hasard. Tous les feuilletons américains sont habités par ça. Tous les feuilletons américains. Et nous, la France, qu'est-ce qu'on est devenu pendant de nombreuses années ? On est devenu le second marché des feuilletons américains. Moi, je suis allée à Hollywood, j'ai discuté avec les responsables des grands studios, Paramount, Disney, Netflix et consorts. Et ils ont toujours considéré que la France était le second marché de la fiction américaine. C'est-à-dire que les Américains, quand ils mettent en production une série, donc ils demandent à leurs équipes d'écrivains d'écrire, et ils savent d'ores et déjà que dans leur coût de fabrication, ils doivent intégrer le fait que la France va forcément leur acheter leur feuilleton. Donc je trouve que on a pendant des années et des années bassiné la terre entière avec l'exception culturelle française où on protégeait notre culture, etc. Mais c'est faux. Pendant des années et des années, on a regardé des feuilletons américains à la télévision française. Pendant des années et des années, les gamins qui se faisaient arrêter par la police disaient « Est-ce que vous pouvez me lire mes droits ?» Parce que ils regardaient sur les feuilletons américains les flics et leur disaient « Alors, vous avez le droit de rester silencieux, vous avez le droit de demander un avocat. » Oui, mais ça, c'est l'habeas corpus et c'est le droit américain, c'est pas le droit français. Voilà. Donc ça se passe pas dans les mêmes conditions, c'est pas la même législation, c'est pas le même droit. Mais si nous, on avait créé ça, des vrais grands feuilletons qui nourrissent l'inconscient populaire, on ne serait pas en train de se crêper le chignon pour savoir si dans tel débat c'est suffisamment équilibré, etc. Je crois qu'il faut nourrir le roman national avec des belles et grandes fictions. J'entendais il y a 2 jours... pardon. Je reprends. J'entendais il y a 2 jours Ruffin qui disait il faut qu'on crée un Puy du Fou de gauche. Je ne sais pas si vous avez suivi ça parce qu'il trouve que le Puy du Fou c'est trop marqué à droite, il faut faire la même chose à gauche. Mais j'allais dire il faut aussi qu'on recrée. Alors la télévision de gauche, elle est sans doute déjà en partie, mais il faut aussi qu'on crée une fiction
parce qu'il faut qu'on arrête de faire juste des grands débats politiques sans fiction. Les gens, quand ils rentrent chez eux, ils ont envie d'être détendus. Ils ont envie aussi, à un moment donné, de s'évader. Ils ont envie de regarder autre chose que d'avoir des débats sur le monde qui va mal, la guerre en Ukraine ou les abominations des faits divers. Donc, je pense que la mission du service public, c'est aussi ça. Et c'est pas simplement d'externaliser la plupart de ces émissions de débat dans des maisons de production qui sont rémunérées à prix d'or pour faire des émissions de débat qui coûtent 3 francs 6 sous à fabriquer. Il faudrait qu'on revienne à la fiction. Or, la fiction en France, elle a été en grande partie abandonnée. Alors vous allez me dire, l'exception, c'est Canal. D'accord. Mais d'abord, Canal, c'est crypté. Donc c'est pas ouvert à tout le monde. Et puis c'est une chaîne parmi d'autres. Et puis c'est pas une chaîne de service public. Donc le service public devrait refaire. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais il fut un temps où tous les étés, il y avait la grande saga de l'été. Alors c'était la maison des Oliviers, c'était le château de mon père, c'était ceci, c'était cela, c'était les Trois Mousquetaires, c'était Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Ça, ce sont des grands moments de la littérature et de l'histoire de France qu'on peut recréer. C'est à ça que ça sert la télévision. C'est pas simplement à se crêper le chignon pour savoir s'il vaut mieux voter pour tel candidat de tel parti politique plutôt qu'un autre. Donc vous, aujourd'hui, vous seriez pour promouvoir la fiction à l'information en France ? Moi, je serais pour donner à une patronne ou un patron de France Télévisions un cahier des charges très strict. D'abord, moi je pense que c'est bien d'avoir un service public de l'audiovisuel. Je pense que c'est bien. Voilà, qu'il faut garder. Alors, peut-être qu'il faut un peu le faire maigrir, peut-être qu'il faut enlever 1 ou 2 chaînes, peut-être qu'il y en a trop, ça c'est vrai, parce qu'il y en a énormément, la 2, la 3, la 4, la 5, France Info, plus toutes les chaînes internationales, ça fait beaucoup, plus France Média Monde, c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'il faut réduire la voilure, mais je pense qu'il faut se recentrer sur les essentiels, c'est-à-dire faire de l'info, bien sûr, mais il y a les journaux. Moi, franchement, les journaux de France Télévisions, il n'y a rien à dire. Faire sans doute un peu moins de grands débats, machin, du divertissement et de la fiction. Et si on avait un cahier des charges strict et clair pour le service public, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je ne vois pas pourquoi la BBC arrive à faire une série qui s'appelle Downton Abbey, que vous avez sûrement regardé, qui a été un succès mondial, qui a été revendu partout dans le monde. Et le soft power dont on parle, c'est ça. Pourquoi à un moment donné on se dit, ah quand même, c'est magnifique, cette culture britannique, cette aristocratie, ce savoir-vivre, ce savoir-faire, mais c'est à travers ça qu'on le mesure. Et c'est évident que pourquoi la BBC arrive à le faire et pourquoi nous, on n'arriverait pas à le faire. On n'est pas plus... On a inventé le feuilleton en France. Alors, évidemment, on s'en rappelle plus, mais les feuilletonistes français, le feuilleton, c'était à l'origine, dans la presse écrite, toutes les semaines, des gens qui écrivaient des feuilletons que tous les lecteurs, dont tous les lecteurs se régalaient. Donc, on a inventé le feuilleton. Donc, il faut reprendre tout ça, parce qu'on sait le faire, mais il faut qu'on invente des grandes et des belles sagas qui font en effet rêver, et qui sont conformes à l'opinion publique, à l'histoire, et qui plaisent à l'opinion publique. Parce que dans notre histoire de France, il y a des pages sombres, et puis il y a des pages formidables, parce qu'on est à la fois le pays de la guillotine, mais le pays des Lumières. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. Il faut récupérer aussi bien Jean-Jacques Rousseau, Louise Labbé que Alexandre Dumas. Et quel dommage qu'on ne soit pas capable de faire... Moi, quand je vois que ce sont les Américains qui ont fait le plus de films sur les Trois Mousquetaires, les bras m'en tombent. Et là, il y a une série qui est sortie récemment sur Cyrano de Bergerac, et je vous raconte même pas au nom de la diversité comment on a choisi les héros de Cyrano de Bergerac. Bon, alors moi, je veux bien qu'on fasse la diversité, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. Il y a une série faite par les Américains, qui a eu beaucoup de succès, faite par Disney, qui s'appelle Shogun, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui se passe dans le Japon du XIVe siècle, qui a été portée par ce grand acteur japonais qui vit aux États-Unis. Et évidemment, il y a eu des bons esprits pour lui dire mais pourquoi vous n'avez que des Japonais, où est la diversité dans votre feuilleton? Il a répondu, au XIVe siècle, au Japon, il n'y avait que des Japonais, il n'y avait pas d'autres personnes au Japon au XIVe siècle. Donc, à force de vouloir être politiquement correct, on finit par
tordre l'histoire et tordre la réalité, et c'est ça qui est ridicule. Il faut des belles fictions qui soient conformes à la réalité. Et si on veut parler de fiction de gauche, on met en scène Germinal. Voilà, ça c'est une belle fiction de gauche. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller faire pleurer avec des scénarios débiles en récupérant des sous-produits des chaînes de télévision américaines.